Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Bruce Lee Ballo. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le film emblématique d'arts martiaux, Big Boss. Mais avant de commencer, nous vous invitons à nous soutenir en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Merci de nous suivre. Commençons. Big Boss, initialement intitulé Fist of Fury aux États-Unis, est un film d'action d'arts martiaux de Hong Kong de 1971, produit par Raymond Chow et mettant en vedette Bruce Lee dans son premier grand film dans un rôle principal. Le film met également en vedette Maria Yi, James Tien, Tony Liu et Nora Miao. Initialement écrit pour Tien, le rôle principal a été confié à Lee, lorsque le réalisateur original du film, N.G. Karsung, a été remplacé par Lo. Le film fut un succès critique et excella au box-office. La solide performance de Lee a éclipsé Tien, déjà une star à Hong Kong, et a rendu Bruce Lee célèbre en Asie et finalement dans le monde. Le film a ensuite rapporté près de 50 millions de dollars dans le monde, l'équivalent d'environ 400 millions de dollars ajustés à l'inflation, contre un budget serré de 100 000 dollars, soit environ 500 fois son investissement initial. C'était le film de Hong Kong le plus rentable jusqu'au prochain film de Lee, Fist of Fury, 1972. Cheng Chao en est un Chinois de Tangshan, Hebei, qui déménage à Pak Chong, en Thaïlande pour vivre avec sa famille adoptive et travailler dans une usine de glace. Il rencontre par hasard son cousin Shu Xian et le frère cadet de Shu lorsque Shu tient tête aux voyous de la rue locaux qui volent des raviolis à son frère. Cheng s'abstient de s'impliquer malgré sa tentation. Il a juré à sa mère de ne jamais participer à aucun combat et porte une amulette de jade autour du cou pour l'assurer de sa promesse. Chen commence son travail à l'usine de glace. Lorsqu'un bloc de glace est accidentellement brisé, un sac de poudre blanche, de toute évidence une drogue illégale, en tombe. Deux des cousins de Chen récupèrent le sac et on leur dit de voir le directeur plus tard dans la nuit. L'usine est en fait une façade pour un réseau de trafic de drogue dirigé par Xiaomi, alias le Big Boss. Lorsque les cousins de Chen refusent de les rejoindre, le gérant envoie ses voyous les tuer et se débarrasser de leur corps, préservant ainsi le secret. Shu Xian et Apei, un autre cousin de Cheng, se rendent au manoir de Xiaomi pour découvrir ce qui est arrivé aux deux cousins. Shu doute des affirmations de Xiao selon lesquelles il ne sait rien et menace de s'adresser aux autorités. En conséquence, Xiao lance son gang sur le duo, et après une bataille brutale, ils sont tous deux également tués et leurs corps cachés. Lorsque les ouvriers chinois de l'usine de glace apprennent que Shu a également disparu, ils refusent de travailler et déclenchent une émeute contre la direction thaïlandaise, rejointe par un groupe de voyous embauchés. Pendant le chaos, l'un des voyous arrache et brise accidentellement l'amulette de Cheng. Enragé, Cheng saute dans la bagarre et bat certains des voyous, les faisant fuir. Pour apaiser les tensions, le directeur de l'usine de glace nomme Cheng contremaître et l'invite à un dîner ce soir-là pour rencontrer le patron. Tout le monde est heureux que Cheng soit le nouveau contremaître. La famille rentre à la maison et tout le monde est content sauf Xiaomi qui se met à pleurer parce que les autres ont oublié que Shu et Pi ont disparu. Cheng promet de découvrir ce qu'il peut à leur sujet. Cheng se rend à l'usine et demande aux hommes de retourner au travail. Il dit aux ouvriers qu'il parlera au patron et se rendra lui-même à la police pour se renseigner sur l'enquête sur les frères et cousins disparus. Cheng arrive au dîner. Le directeur lui dit que le patron ne peut pas se rendre à cause d'une réunion avec des visiteurs de l'extérieur de la ville. Plusieurs femmes arrivent au dîner, s'assoient à côté de Cheng et commencent à remplir les verres de cognac. Cheng s'enivre et passe la nuit avec Sun Woman, une prostituée qui a assisté au dîner. Alors qu'il quitte le bordel le matin, Chao Mei passe par là. Cheng est clairement embarrassé. Parce que Cheng a assisté au dîner et s'est saoulé, il n'a pas tenu sa promesse de parler à la police des frères disparus. Il raconte à sa famille, à son retour à la maison, qu'il a oublié. Cela provoque beaucoup de malaise pour la famille et les amis de Cheng, qui pensent que Cheng devient de plus en plus arrogant et passe plus de temps à se réjouir de son nouveau poste et à dîner avec le patron qu'à aider à chercher leur frère. Ils commencent à lui en vouloir, tous sauf Chao Mei, sa sœur, qui le défend. Plus tard, Sun Woman prévient Cheng que sa vie est en danger et révèle que Xiaomi dirige une opération de trafic de drogue. Immédiatement après le départ de Cheng, le fils de Xiao, Xiao Xun,
se faufile et tue Sun en lui lançant un couteau dans le cœur par derrière. Cheng fait irruption dans l'usine et trouve d'abord la drogue avant de découvrir une main, la tête de Sun et la tête de Shu Xian dans les blocs de glace. Cheng est entouré de Xiao Xun et d'un groupe de ses hommes. Cheng se fraye un chemin, tuant Xiao Xun et sa bande dans le processus. Il rentre chez lui et découvre que les autres membres de sa famille ont été assassinés, tandis que Chao Mei a disparu. Pleurant sa perte au bord d'une rivière, Cheng jure de se venger à tout prix, même s'il meurt. À cette fin, Cheng retourne au bordel de la ville et s'offre ses derniers plaisirs avec une autre prostituée thaïlandaise. Apprenant l'emplacement du patron, Cheng laisse la prostituée avec le reste de son argent et s'en va, malgré ses tentatives pour le convaincre de s'enfuir avec elle à la place. Cheng prend ensuite d'assaut le manoir de Xiaomi pour le combattre lui et ses hommes. L'un des esclaves mécontents de Xiaomi libère Chao Mei, qui était retenu en otage par Xiaomi dans une pièce exiguë utilisée comme cellule de prison. Chao Mei s'enfuit pour demander de l'aide à la police thaïlandaise. Cheng tue finalement Xiaomi après un combat acharné, en déviant le couteau que Mi lui lance avec sa chaussure. Une fois qu'il sait que Chao Mei est en sécurité, car elle est venue en courant avec la division de police, il se rend à la police à leur arrivée au manoir, et est arrêté et emmené au véhicule de police pour quitter le manoir. Les 4 années qui ont suivi l'annulation de The Green Hornet ont été une période difficile et frustrante pour Bruce Lee. En 1970, il a été frappé d'incapacité pendant plusieurs mois après avoir endommagé un nerf sacré dans le bas du dos alors qu'il faisait de l'haltérophilie. L'argent est devenu rare car les rôles à Hollywood se sont avérés difficiles à trouver et sa femme Linda a dû travailler le soir dans un service de réponse téléphonique pour aider à payer les factures. Bruce était toujours désireux de développer des projets de cinéma et de télévision à Hollywood, mais Warner Bros. Était réticent à accepter un projet de scénario télévisé qu'il avait développé, dont l'intrigue était similaire, mais pas la même, à celle de Kung Fu, et une production sur la flûte silencieuse a dû être suspendue indéfiniment après un voyage de 3 semaines en Inde avec James Coburn et Sterling Siliphant pour rechercher des lieux de tournage du film qui s'est avéré improductif. À la lumière de ces récents événements, Coburn a suggéré à Bruce de tenter sa chance dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, en pleine croissance. Au printemps 1970, Bruce s'est rendu à Hong Kong avec son jeune fils Brandon. À l'insu de Bruce, il y était devenu célèbre grâce aux rediffusions de The Green Hornet à la télévision, et l'accueil enthousiaste qu'il a reçu l'a pris par surprise. Il a été invité à apparaître dans l'émission de discussion populaire HKTVB Enjoy Yourself Tonight, où il a été interviewé et a fait une démonstration de rupture de planche. Encouragé par l'intérêt porté à Hong Kong, Bruce a demandé à son ami d'enfance Unicorn Chan de transmettre son CV à Shaw Brothers, la plus grande société de production cinématographique de Hong Kong. Ils ont proposé à Bruce un contrat à long terme mais seulement $2000 US par film, ce que Bruce a refusé. Une autre offre est apparue de manière inattendue de la part de Raymond Shaw, un producteur de films qui avait quitté Shaw Brothers en 1970 pour créer une nouvelle société, Golden Harvest. Shaw, au courant de l'offre rejetée de Shaw Brothers, avait été impressionné par les interviews de Bruce à la télévision et à la radio de Hong Kong, ainsi que par sa confiance lors d'un appel téléphonique longue distance. Au cours de cet appel téléphonique, Lee a déterminé le meilleur film d'action diffusé à Hong Kong et a assuré à Shaw qu'il pouvait faire bien mieux. En juin 1971, Shaw envoya l'un de ses producteurs, Liu Lianghua, l'épouse du réalisateur Lo Wei, à Los Angeles pour rencontrer et négocier avec Bruce, qui signa un contrat pour réaliser 2 films pour Golden Harvest pour $15,000 US, $10,000 pour The Big Boss et $5,000 pour la réalisation d'un deuxième film provisoirement intitulé King of Chinese Boxer et qui est devenu Fist of Fury. Cela a apaisé les soucis financiers d'Eli et a permis à Linda de quitter son emploi. Une fois le contrat signé, Shaw a organisé à la hâte une réunion avec ses dirigeants de Golden Harvest et un vieil ami appelé Matien Eka, Fatima, un homme d'affaires thaïlandais, distributeur de films et propriétaire de cinéma. Il savait que Shaw Brothers tournait un film sur la boxe Muay Thai en Thaïlande, Duel of Fist, et voulait y faire leur nouveau film, ce qui permettrait également de réduire les coûts. Fatima, un expert des affaires thaïlandaises, a proposé son aide pour les emplacements et les dépenses.
Le romancier et scénariste chinois chevronné Ni Kuang a été chargé de créer un scénario vaguement basé sur Chen Qiong, une figure chinoise éminente de la société thaïlandaise du début du XXe siècle. Ni Kuang a changé le nom du personnage en Chen Chaoan, du nom du comté de Shaoan dans l'est de la Chine, patrie des ancêtres de Chen Qiong. Il a également développé l'idée que Cheng aurait été envoyé par sa mère pour vivre et travailler avec d'autres migrants chinois en Thaïlande, après que son père ait été tué dans une bagarre. Elle a offert à son fils un collier de jade symbolisant la paix, la protection et la bonne fortune, pour lui rappeler d'éviter les ennuis. Il n'était pas rare dans le cinéma hongkongais que le réalisateur modifie le scénario pendant le tournage, et The Big Boss ne faisait pas exception. Lorsque Lo Wei a remplacé le réalisateur d'origine fin juillet 1961, il n'était pas satisfait du scénario et l'a réécrit, à l'insu de Bruce. Lo se souvient plus tard, je ne lui dirai pas que je réécrivais le scénario de peur d'affecter son moral. Dans ma chambre d'hôtel, il discutait souvent du scénario avec moi, ce qui me laissait bouche bée, alors je lui disais. Lui, j'avais besoin de me reposer, et dès qu'il partait, je brûlais l'huile de minuit afin de préparer le scénario pour le tournage du lendemain. Bruce Lee a pris l'avion de Los Angeles à Bangkok via Hong Kong le 12 juillet 1961. Raymond Shaw, préoccupé par le regain d'intérêt de Shaw Brothers, avait voulu qu'il se rende directement à Bangkok, mais Bruce a refusé, s'arrêtant brièvement à Hong Kong pour saluer un ami et passer quelques appels téléphoniques. Bruce est resté à Bangkok pendant 5 nuits et c'est ici qu'il a rencontré la plupart des acteurs et de l'équipe, ainsi que Raymond Shaw pour la première fois. Le tournage a débuté le 22 juillet à Pak Chong, une petite ville située à environ 140 km au nord-est de Bangkok, à la limite nord du parc national de Khao Yai, la plus ancienne réserve de Thaïlande. Il sert également de porte d'entrée vers le nord-est, Isan, de la Thaïlande depuis la région métropolitaine de Bangkok. Pak Chong serait la maison de Bruce pendant environ 4 semaines, et il n'a pas caché son aversion pour cet endroit dans des lettres à sa femme Linda, le décrivant comme un village sans loi, pauvre et sous-développé. En raison du manque de nourriture fraîche, Bruce perdait du poids en raison d'un manque de régime alimentaire approprié, il devait manger de la viande en conserve et compléter son alimentation avec des vitamines qu'il avait heureusement apportées. Il perdait parfois la voix en essayant de crier au-dessus du bruit sur le plateau, les moustiques et les cafards étaient partout et l'eau du robinet de l'hôtel était jaune. Bruce a demandé au personnel de l'hôtel de poser son matelas sur le sol, car dormir sur le lit était inconfortable en raison de son problème de dos persistant. Il avait également besoin de beaucoup de repos après une scène de combat. Lorsque Bruce est arrivé à Pak Chong, les sociétés cinématographiques rivales ont tenté désespérément de l'éloigner de Golden Harvest, y compris Shaw Brothers, avec une offre nouvelle et améliorée. Un producteur de films taïwanais a demandé à Bruce de rompre son contrat et a promis de s'occuper de tout procès. Bruce, un homme de parole, n'avait pas l'intention de considérer les offres, même si cela ajoutait une tension supplémentaire sur le plateau de tournage. Le tournage ne s'est pas déroulé sans heurts au début. Après seulement quelques jours, le réalisateur original, un certain Wu Xiaxiang, a été remplacé par Lo Wei, le mari du producteur associé Liu Lianghua. Bruce était initialement sceptique à l'égard de Lo, le décrivant dans des lettres à Linda comme un « amoureux de la célébrité » et un autre médiocre avec un air de supériorité presque insupportable. Bruce s'est gravement coupé la main droite en lavant un mince verre, la plaie nécessitant 10 points de suture et un gros plâtre, ce qui est très visible tout au long du film, notamment dans les scènes tournées à l'usine de glace de Toronto, le premier lieu de tournage utilisé à Pak Chong. Fatima avait un contact qui connaissait le propriétaire de l'usine et a organisé le tournage de Golden Harvest là-bas pendant quelques jours. Une nuit, le tournage du grand combat dans la glacière a dû être arrêté pendant 1 heure car Bruce avait perdu une lentille de contact, et des dizaines de personnes étaient à 4 pattes la cherchant parmi des milliers de morceaux de glace. Finalement, Bruce l'a trouvé lui-même, ce qui a amené Lo Wei à se demander s'il l'avait dans sa poche depuis le début et s'il était délibérément perturbateur. Outre l'usine, d'autres lieux de tournage à Pak Chong incluent la rivière Lam Ta Kong, un affluent de la rivière Main, et un bordel local, l'hôtel Mitsumpun, qui a depuis brûlé. Les scènes de chambres réelles ont cependant été filmées dans un bungalow au bord de la rivière appartenant à l'hôtel voisin New Oan She, maintenant le Rim Tarnin, où l'équipe de tournage est restée pendant
Le tournage, car les chambres du bordel étaient malodorantes et insalubres. Les prostituées ne facturaient que 15 bahts en argent thaïlandais par client, mais l'équipe de tournage leur versait entre 1 et 200 bahts chacune pour apparaître comme figurantes dans le film. L'endroit le plus emblématique vu dans le film est peut-être le manoir et les jardins du grand patron titulaire, qui était un temple bouddhiste situé sur la route principale appelée Wat Siri Samphan, construit en 1963. Comme l'usine de glace, il se trouve toujours à Pak Chong aujourd'hui et reste en grande partie inchangé, pour le plus grand plaisir des fans dévoués qui ont fait le pèlerinage en Thaïlande pour visiter les lieux de tournage. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Bruce aurait été impliqué dans un véritable combat sur le tournage de The Big Boss, comme le décrit le biopic Dragon, The Bruce Lee Story de 1993. Bien qu'aucun combat de ce type n'ait eu lieu, Bruce a beaucoup interagi avec quelques cascadeurs thaïlandais, dont l'un était un ancien champion des poids coqs de Muay Thai, et a échangé des informations et des compétences avec eux entre les prises. Bruce n'aurait cependant pas semblé impressionné et a qualifié leur coup de pied de « télégraphié », tandis que l'équipe de cascadeurs de Hong Kong, Lam Chin Ying, Billy Chan et son frère Peter Chan Lung, n'étaient initialement pas impressionnés par Bruce et doutaient de ses capacités. Leur opinion à son sujet a rapidement changé lorsque Lam a défié Bruce à l'hôtel, et Bruce l'a accompagné à travers la pièce. Après des premiers jours de tournage mouvementés et parfois chaotiques à Pak Chong, début août, le tournage s'était accéléré et avançait bien. Bruce et Lo Wei collaboraient, mais ils s'affrontaient encore sur quelques scènes, en particulier l'utilisation de trampolines et de matelas pour propulser les gens dans les airs, et aussi la scène où Bruce frappe un homme à travers un mur en bois, laissant un dessin caricatural, contour dans le bois. Bruce hésitait également à suivre les idées de Lo Wei consistant à filmer des scènes risquées de son personnage se couchant avec des dames thaïlandaises représentant des prostituées, bien qu'il ait finalement accepté de les faire car Lo a insisté sur le fait que cela ajouterait à la nouvelle image de son personnage en tant qu'homme avide de vengeance, guerrier. La scène finale filmée à Pak Chong était le combat culminant entre Bruce et le patron, joué par Han Ying Chie, qui était également le chorégraphe du combat, qui s'est avéré problématique. Bruce a enduré 2 jours d'enfer, lorsqu'il s'est foulé le corps, cheville d'un saut en hauteur sur un matelas glissé, et a dû être conduit à Bangkok pour consulter un médecin, où il a attrapé un virus dans des conditions chaudes et étouffantes. Des gros plans ont été utilisés pour terminer le combat, alors que Bruce se débattait et devait traîner sa jambe, qui était recouverte et contribuait à l'apparence épuisée de son personnage. Les acteurs et l'équipe ont passé les 12 derniers jours du mois d'août à filmer d'autres scènes à Bangkok, où Bruce prenait son petit déjeuner au lit à l'hôtel Thai, un luxe qu'il n'avait jamais eu à Pak Chong. La scène du dîner a été filmée dans l'arrière-salle du restaurant chinois Punsain, près de l'hôtel Thai. Quelques scènes ont été tournées sur la rivière Chao Phraya dans le district de Phra Praden, y compris la scène d'ouverture du film où Bruce et son oncle descendent du ferry et traversent la jetée très fréquentée. Une vieille maison en teck située dans la partie et du district de Phra Praden a été utilisée comme maison familiale, tandis que les scènes de Nora Miao et une partie de la séquence de combat d'ouverture ont été filmées dans la partie ouest, plus calme, qui ressemblait à la campagne de Pak Chong. Le tournage a parfois été retardé par de fortes pluies. L'équipe de tournage de Big Boss est revenue à Hong Kong le 3 septembre, où il y aurait une journée supplémentaire de tournage pour des plans insérés, notamment des gros plans de Bruce évitant les chiens et la scène du grappling, pendant le combat avec le patron. Ces ont été filmés au Royal Hong Kong Golf Club. La scène finale filmée était l'attaque en poussette, désormais supprimée, dans la ruelle, au Wader Studio à Hong Kong, car Golden Harvest n'avait pas encore emménagé dans leur célèbre studio de Hammer Hill Road. Bruce a visionné plus de 3 heures de séquences inédites le 5 septembre et a été satisfait du résultat. Le lendemain, il s'est envolé pour les États-Unis pour voir sa famille et filmer d'autres épisodes de Long Street. Pendant que Bruce était aux États-Unis, les images ont été envoyées pour traitement et montage. Le montage a été initialement réalisé par le rédacteur en chef de Golden Harvest, Sung Ming, mais comme ils étaient en retard, le célèbre rédacteur primé Chiang H-Sin Lung a également été sollicité. Vétéran de plus de 170 films, Chiang a travaillé très rapidement et a contribué à livrer le film à temps. Comme il était employé par Shaw Bros à l'époque, son implication était gardée secrète et il n'était pas crédité.
Bruce est retourné à Hong Kong le 16 octobre avec sa famille et son ami Robert Baker. Ils ont été accueillis à l'aéroport de Kai Tak par plusieurs amis, des journalistes et un grand groupe de scouts de l'association Scout de Hong Kong. Le lendemain, une projection privée a eu lieu au Golden Harvest pour les propriétaires de cinéma. Sung Ming a ensuite procédé à d'autres modifications pour apaiser les censeurs de Hong Kong, en vue de la sortie générale du film fin octobre. Le 22 octobre, Bruce et Robert Baker sont apparus dans Enjoy Yourself Tonight pour promouvoir le film. Pendant son séjour en Thaïlande, Bruce écrivait régulièrement à Linda pour lui dire qu'elle et ses enfants lui manquaient et qu'il avait hâte de les voir à Hong Kong une fois le tournage terminé. En échange de leur billet d'avion, de leur domicile à Los Angeles à Hong Kong, Golden Harvest voulait que Bruce réalise pour eux un court-métrage intitulé Bruce Lee et Jeet Kune Do, qui durerait environ 15 minutes et serait raconté par l'actrice Nora Miao. Selon la presse de Hong Kong, Golden Harvest avait initialement prévu que le court-métrage accompagne la sortie d'un autre de leurs prochains films intitulé The Hurricane, alias Gold Cyclone Whirlwind, mettant en vedette Nora et écrit et réalisé par Lo Wei. Cela permettrait de promouvoir Nora et de présenter les compétences de Lee au public de Hong Kong avant la sortie de The Big Boss. Nora, qui était déjà en vacances en Thaïlande, a rejoint l'équipe de tournage à Bangkok fin août 1961, mais le court-métrage n'a pas été réalisé, probablement parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Elle a cependant filmé quelques brèves scènes pour The Big Boss dans un rôle de camé en tant que vendeur de rafraîchissement en bordure de route. Le 23 octobre 1971, le film a été présenté en première au Queen's Theatre du quartier central de Hong Kong pour une projection désormais légendaire à minuit. Linda a rappelé dans son livre de 1975, Bruce Lee, l'homme que je connaissais, tous les rêves que Bruce avait jamais possédés se sont réalisés cette nuit-là. Le public s'est levé, criant, applaudissant, applaudissant. Il était presque impossible de quitter le théâtre, nous étions absolument assaillis. Les Lees ont également assisté à la première officielle du gala le 3 novembre, qui était une projection caritative pour l'association Scout de Hong Kong. Le film a connu un succès instantané, n'ayant mis que 3 jours pour atteindre $1 million de Hong Kong et une semaine pour atteindre $2 millions de Hong Kong. À la fin de sa diffusion relativement brève, se terminant le 18 novembre, The Big Boss avait gagné $3,2 millions de Hong Kong, battant le précédent record détenu par The Sound of Music de plus de $800 000 de Hong Kong. On estime que 1,2 million de personnes à Hong Kong, sur une population de 4 millions d'habitants, ont payé pour regarder le film. Il est devenu le film le plus rentable de tous les temps à Hong Kong jusqu'à la sortie du deuxième film de Lee, Fist of Fury, en mars 1972. Peu de temps après la tournée à Hong Kong, The Big Boss est sorti à Singapour et y a connu un succès similaire, où il a été joué pendant 45 jours au total dans 5 cinémas. Il y eut du chaos lors d'une avant-première de minuit, 27 novembre 1971, au cinéma Jurong Drive-In de Cathay. La police a été appelée car des centaines de voitures ont provoqué d'énormes embouteillages et le film a dû être retardé de 45 minutes. Il a été diffusé en grand public le 8 décembre et, à la fin de sa diffusion, le 21 janvier 1972, il avait battu des records au box-office avec un peu plus de $700 000, soit environ $240 000 de plus que le précédent détenteur du record Les 10 Commandements. Le film a également été projeté dans des cinémas bondés en Malaisie, le troisième territoire à projeter le film. En septembre 1972, il avait rapporté $370 000 américains, l'équivalent de $2 700 000 en 2022, dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Au cours de sa première diffusion, le film a rapporté plus de $5 millions américains rien qu'en Asie du Sud-Est et $12 millions américains, l'équivalent de $87 millions en 2022, dans toute l'Asie. Malgré l'énorme succès de The Big Boss en Extrême-Orient, les distributeurs étrangers étaient initialement réticents car ils ne pensaient pas que le produit avait un potentiel en dehors de l'Asie. Ce n'est que lorsque le film est soudainement devenu un succès surprise, à Beyrouth, Liban, en 1972 qu'ils ont commencé à s'en rendre compte. Soudain, des acheteurs du monde entier arrivaient à Hong Kong pour acheter le film, qui ouvrait bientôt de nouveaux marchés aux films chinois comme l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe du Sud. Le film est devenu un succès majeur au box-office en Europe entre 1972 et début 1973.
Au Royaume-Uni, cependant, la sortie de la version doublée en anglais a été retardée car les distributeurs Crayfilm ont retiré leur demande de certificat BBFC, en attendant la version actuelle. Que la tempête autour de la censure cinématographique en Grande-Bretagne passe, la version en mandarin a été projetée dans les cinémas clubs chinois en Grande-Bretagne en juin 1972. Il y a également eu un retard aux États-Unis, car les distributeurs nationaux General Pictures n'aimaient pas le doublage et dépensaient beaucoup d'argent pour une nouvelle bande originale comprenant de la nouvelle musique et des dialogues en anglais réécrits et redoublés. Cette nouvelle version est finalement sortie aux États-Unis en avril 1973 sous le titre Fist of Fury, environ 18 mois après la première à Hong Kong et après Fist of Fury, rebaptisé The Chinese Connection aux États-Unis. Le deuxième rôle majeur de Lee avait une durée de vie limitée. Courir à New York. Ce fut un succès instantané, avec des revenus de 50 000 $ US, équivalent à 330 000 $ en 2022, pour la journée d'ouverture de 53 cinémas des régions du New Jersey et de New York. Il a dominé le box-office nord-américain en mai 1973, devant deux autres films d'arts martiaux de Hong Kong aux deuxième et troisième places, Lady Whirlwind, Deep Thrust, et King Boxer, Five Fingers of Death. Son succès fut surprenant étant donné que le film n'était à l'origine destiné qu'au circuit mandarin. Le film a rapporté 2 800 000 $, l'équivalent de 18 millions de dollars en 2022, en location de distributeurs au box-office américain et canadien lors de sa première diffusion en 1973. The Big Boss a ensuite généré un chiffre d'affaires total de 16,2 millions de dollars aux États-Unis, l'équivalent de 88,3 millions de dollars, corrigé de l'inflation en 2020, où il a vendu environ 9,418 millions de billets et était l'un des 20 meilleurs films sortis en 1973. En France, le film devient l'un des 10 films les plus rentables de 1973, avec 2 519 063 billets vendus. En Espagne, le film a vendu 2 211 383 billets. Lors de sa sortie en Corée du Sud en octobre 1973, le film a vendu 209 551 billets dans la capitale Séoul. Au Liban, le film a connu une première diffusion chargée de 6 semaines à Beyrouth, puis une deuxième diffusion qui a surpassé Le Parrain, 1972. Le Royaume-Uni et le Japon ont été parmi les derniers pays à sortir le film, en avril 1974. Au Japon, il s'agissait du 7e film le plus rentable de l'année, avec 600 millions de yens, équivalent à 1,3 milliard de yens en 2019, de revenus de location des distributeurs. Avec un budget serré de 100 000 $ américains, le film a rapporté près de 50 millions de dollars dans le monde, l'équivalent d'environ 360 millions de dollars ajustés à l'inflation, soit près de 500 fois son budget. Lorsque le film est sorti aux États-Unis, la mort de Xiaomi, The Boss, a été réduite au simple fait qu'il ait été poignardé à la poitrine avec un couteau afin de recevoir la note R. La version originale de sa mort, qui montre non seulement un gros plan explicite du couteau dans sa poitrine, mais aussi les doigts de Chen Chao en perçant sa cage thoracique et du sang coulant sous sa chemise, aurait donné au film une note X. La première fois que cette scène a été diffusée aux États-Unis, c'était lors de la diffusion sur la chaîne câblée AMC en juillet 2004. Columbia Pictures a sorti le film en réédition en 1978 et l'a de nouveau réédité avec Fist of Fury en tant que double long-métrage sanctionné par le studio en février 1981. Miramax a distribué The Big Boss à la télévision et en streaming, Hulu et Netflix, avec Bruce Lee, La Légende, 1984, Game of Death, Way of the Dragon et Fist of Fury. Au Royaume-Uni, le film a été regardé par 300 000 spectateurs sur Channel 5 en 2008, ce qui en fait le film en langue étrangère le plus regardé de l'année sur Channel 5. Le 14 juillet 2020, The Criterion Collection a sorti un coffret Blu-ray comprenant The Big Boss, Fist of Fury, The Way of the Dragon, Enter the Dragon, Game of Death et Game of Death 2 intitulé Bruce Lee, Is Greatest. Les coups. The Big Boss a reçu des critiques mitigées de la part des critiques lors de sa sortie. Extrait du South China Morning Post lors de la diffusion originale du film à Hong Kong, c'est probablement la plus grande chose qui ait frappé le secteur du cinéma mandarin depuis l'invention du faux sang. Tous les cinémas projetant ce film sont bondés jusqu'aux sorties de secours.
Dans une critique positive pour le journal de Singapour The Straits Times, Arthur Richard a écrit « C'est une délicieuse étude des arts martiaux chinois mélangés au karaté et aux coups de pied éclairs, à la manière occidentale. Un thriller acceptable du calibre de James Bond. » À l'inverse, une critique négative d'Edgar Ko avait paru quelques jours plus tôt dans un autre journal de Singapour, New Nation. Bruce Lee est certainement doué dans son métier, non pas en tant qu'acteur mais en tant qu'interprète de sa manière particulière de se battre à coups de poing et de jambes. Il y a le stéréotype du bon et du mauvais, et le thème désormais redondant de la vengeance. En plus, cela ne coule pas facilement, l'émotion, aussi superficielle soit-elle, est parfois laissée de côté. Guillemets doubles. Les critiques étaient également mitigées lors de la sortie du film, sous le nom de Fist of Fury, aux États-Unis au printemps 1973. Oliver Prescott du Tampa Bay Times a écrit « Bruce Lee est le pied le plus rapide de l'Est. » Maintenant de retour à Hong Kong. Il est devenu la star de cinéma international la plus en vogue depuis Clint Eastwood. Contrairement à l'anti-héros d'Eastwood, Bruce Lee offre au public américain ce qu'il semble vouloir maintenant, un héros. Lee et Rex Allen, Lâche la rue, Tom Mix, Roy Rogers et Gene Autry tout en un. Les personnages sont certainement simples, ce sont tout simplement des gens de la campagne chinoise dont les petits désaccords se transforment du jour au lendemain en grondements orientaux équivalents aux requins et aux jets de West Side Story. Vincent Camby du New York Times a écrit « Les films de kung-fu ont commencé comme un phénomène local à Hong Kong il y a quelques années. Les deux que je viens de voir, Fist of Fury, alias The Big Boss, et Deep Thrust, alias Lady Whirlwind, font passer les pires westerns italiens pour les réalisations les plus solennelles et les plus nobles des débuts du cinéma soviétique. » Variety a déclaré « Malgré l'intrigue idiote, les acteurs épouvantables et la moralité primitive, ou peut-être à cause d'eux, Fist of Fury est parfois divertissant, l'essentiel du mérite étant dû à Lee. » Sur l'agrégateur d'avis Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 69% sur la base de 16 critiques, avec une note moyenne de 6,1/10. The Big Boss a une histoire assez longue et compliquée en matière de censure et de montage, avec de nombreuses scènes coupées ou supprimées complètement pour diverses raisons, pour différents marchés. Le fameux plan de la « scie à main dans la tête fendue » a été coupé par les censeurs de Hong Kong peu avant la sortie du film là-bas en octobre 1971. Il n'a été projeté que lors d'une projection privée au Golden Harvest pour la presse, les propriétaires de cinéma et les acheteurs potentiels, le 17 octobre, mais n'a pas été revu depuis. Tout ce qui survit, ce sont quelques images fixes. D'autres scènes ont été coupées pour les premières copies d'outre-mer diffusées dans certains territoires à la fin de 1971 et au début de 1972. La nudité et l'effusion de sang ont été atténuées, ainsi que quelques scènes apparemment inoffensives. La scène au stand de rafraîchissement est raccourcie, comprenant une longue bagarre entre Chou Chien, James Tien, et les voyous. Une scène entière dans laquelle certains cousins jouent à un jeu de dames, seulement pour qu'Akun, Lee Kwan, se plaignent de tricherie, aussi une partie de l'arrivée de Cheng Chaoan, Bruce Lee, à la maison. Cheng et Chou rentrent chez eux à pied après la bagarre près du casino, ils s'engagent dans une ruelle étroite et doivent saisir les mains et sauter sur un mur pour éviter deux charrettes qui sont lancées vers eux. Le couple rentre chez lui, Cheng ayant l'air amusé tandis que Chou décrit les événements à la famille. Une scène dans laquelle Cheng, après avoir accompagné son oncle, se dirige vers une route et observe la vendeuse de boissons qui lui sourit depuis son stand, il passe devant elle, l'air maussade. Alors que les voyous se débarrassent des deux cousins à la glacière, une tête coupée est jetée dans un bac à glace. Quelques plans de Xiao Xiun, Tony Liu, puis de son père démontrant des tactiques de combat à leurs hommes. Quelques plans de Chou et Xiao Xiun après que le premier ait été attaqué à la tête. Quelques plans des voyous s'approchant et pénétrant dans l'enceinte de la maison familiale. La photo de Cheng soulevant le filet pour révéler le corps d'Ashan est raccourcie. La scène de Cheng au bord de la rivière est raccourcie pour supprimer une partie de son monologue intérieur et des plans des corps assassinés de ses cousins. Après s'être levé et avoir jeté son paquet d'affaires dans la rivière, certaines parties de lui ont serré le poing avec colère et ont crié à plusieurs reprises « Vengeance !» Sont enlevés. Après que Cheng ait couru sur la route depuis le ruisseau, plutôt que de lui couper l'arrivée au manoir du grand patron comme le font les coupes traditionnelles,
il retourne au bordel pour la troisième fois. Ici, il choisit la prostituée vêtue d'une robe rouge de type pull, vue en arrière-plan la deuxième fois que Cheng visite le bordel. Ils vont dans sa chambre, Cheng la pousse sur le lit et les deux commencent à se déshabiller. Cheng se tient derrière le lit, complètement nu, mais aussi complètement sans émotion. La femme est allongée sur le lit et Cheng walks, tour de taille, vers la caméra, brouillant la scène. Ensuite, Cheng est montré en mettant sa chemise, tandis que la femme reste au lit, le regardant. Il lui tend tout son argent, même s'il a déjà payé. Il ramasse ensuite un sac de chips de la table de chevet, essaie un, puis part. Cheng frappe Xiao Mi quelques fois de plus alors qu'il est sans vie. Présenté uniquement dans certaines bandes annonces du début des années 1970, une tête différente est visible dans le bloc de glace lorsque Cheng enquête sur la maison de glace, on ne sait pas si c'était dans une impression. Les modifications des rumeurs comprennent des réductions à la séquence horrible dans laquelle le corps du cousin à Wong est coupé par la scie électrique. Sur la scène du dîner, un Cheng ivre s'approche de la prostituée Woman Malarin Bounak et l'imagine seins nus. En décembre 1979, un Bruce Lee Film Festival à Kilburn, Londres, a été organisé par le magazine d'affiches mensuel Kung Fu, un imprimé mandarin, du bureau de Londres de Golden Harvest, a été projeté pour plus de 1700 fans et était complet à l'exception du tir censuré, So in the Head. En 2023, Arrow Film a annoncé la sortie d'un ensemble intitulé Bruce Lee à Golden Harvest, dont le contenu comprend une version mandarin du Big Boss qui comprend 10 minutes de séquences supplémentaires. Lorsque le Big Boss était en cours de préparation pour la distribution américaine, la libération américaine devait être réadaptée à la connexion chinoise, une pièce sur la populaire connexion française, car les deux traitent du trafic de drogue. Le titre américain du deuxième film de Lee, Fist of Fury, devait être gardé presque le même, sauf en utilisant les points pluriels. Cependant, les titres ont été accidentellement inversés. Le grand patron a été libéré alors que Fist of Fury et Fist of Fury sont devenus la connexion chinoise. Les récentes émissions de télévision américaines et la sortie officielle du DVD américain de 20th Century Fox en 2005 ont restauré les titres originaux de tous les films de Bruce Lee, bien que les descriptions ne correspondent pas dans certains cas. Contrairement à d'autres films Lee, le Big Boss est unique en ayant non seulement 2, mais 3 scores musicaux complètement différents. Fist of Fury, Way of the Dragon, Entrée dans le Dragon et Game of Death ne comportent tous un seul score avec des modifications mineures. La première partition musicale a été composée par Wang Fuling, qui a travaillé sur des films tels que Le Boxeur chinois et Swordsman à un bras. Cela a été conçu pour la version originale de la langue du mandarin et a également été utilisé dans la version d'exportation anglais, en plus des versions de français et turc théâtrales. Wang était le seul à recevoir du crédit, mais on pense également que le compositeur Shen Yong-yu a aidé avec le score. Au moins un signal des scores du compositeur japonais Akira Haifuku pour la trilogie des Majins de films a également été utilisé comme musique stock. Le deuxième et le plus répandu des partitions musicales a été le compositeur allemand Peter Thomas. Cela n'est pas devenu largement connu avant 2005, lorsque la majeure partie de la musique qu'il a composée pour le film a été publiée sur iTunes. L'implication de Thomas découle d'un remaniement complet de la version anglaise du film. La première version mettait en vedette des acteurs de la voix expatriés vivant à Hong Kong qui a travaillé sur les films des frères Shaw et a utilisé la partition de Wang Fuling. Il a été décidé de faire une nouvelle version anglaise qui se démarquerait de celle d'autres films d'arts martiaux. De nouveaux acteurs ont été amenés à reduber le film, et Thomas a recruté le film, abandonnant la musique de Wang Fuling. La version doublée allemande, allemand, dite Todesfaust des Cheng Li, anglais, le point mortel de Cheng Li, en première avant la version anglaise retravaillée, présente sa partition. La troisième partition est la partition de sortie en cantonais de 1982, qui comprend principalement la musique du compositeur Golden Harvest Joseph Koo. Cependant, une bonne partie de la musique de Koo dans la version cantonaise a été créée à l'origine en 1974 pour la sortie théâtrale japonaise du Big Boss, qui était la musique de la moitié de Koo et la moitié de Peter Thomas. Golden Harvest a simplement pris la musique de Koo de la version japonaise et l'a ajoutée à la version cantonaise. Mis à part cela,
Cette version est la plus tristement célèbre pour son utilisation des signaux de musique de Pink Floyd, The Grand Vizier's Garden Party, Part 2, Echoes, On the Run, Time, et Obscured by Clue, ainsi que les Larkstones de King Crimson dans Aspic, la deuxième partie. D'autres indices musicaux ont été tirés de vieux films d'horreur et de films B, notamment J'étais un loup-garou adolescent et Comment faire un monstre. En 1976, une suite non officielle du Big Boss a été faite appeler The Big Boss Part 2, avec Bruce le Huang Qinlong en tant que Cheng Chao et Lolier en tant que frère de Cheng, qui veut se venger du meurtre de leur père. Le film a été réalisé par Chan Xu, qui était réalisateur adjoint du film original et reprend également son rôle de méchant directeur de l'usine de glace. Le Big Boss Part 2, à ne pas confondre avec Big Boss 2 avec Dragon Lee et Bolo Yeung, a été filmé en partie dans certains des emplacements Pak Chong utilisés dans le film original, y compris la glace et le temple bouddhiste qui est utilisé comme le lantern du méchant. Le film insaisissable existe toujours, mais n'a jamais été officiellement sorti sur les médias à domicile. Diverses biopics de Bruce Lee ont été filmés au fil des ans, les deux étant les plus célèbres Bruce Lee, The Man, The Myth and Dragon, The Bruce Lee Story. Ces deux films mettent en vedette leurs acteurs respectifs, Bruce Lee et Jason Scott Lee, à un moment donné agissant en tant que Lee sur le tournage du Big Boss. Les deux films présentent une variation de la rumeur selon laquelle Lee a été contesté sur le plateau par un boxeur thaïlandais. Dans Miss, Lee a été mis au défi sur le plateau et a été pris au milieu d'une embuscade plus tard sur le plateau. Dans Dragon, Lee est mis au défi lors d'une prise réelle lors du tournage du Big Boss, portant la marque de commerce en t-shirt blanc à manches longues, une ceinture blanche et un pantalon noir. Ces deux sont des récits très exagérés, sans oublier que Dragon fait l'erreur de dire que le tournage pour le grand patron a commencé en juillet 1970 plutôt qu'en juillet 1971, comme l'histoire racontée et que Lee discute simplement des arts martiaux avec un combattant thaïlandais sur le plateau. Outre ces deux exemples, un troisième biopic de Bruce Lee, La légende de Bruce Lee, cette fois avec Danny Chan Kwok Kwan comme Lee et filmé sous forme de mini-série, a été montré à Hong Kong en 2008 dans le cadre de l'hébergement chinois de l'été Jeux Olympiques. Encore une fois, ce biopic montre Lee rencontrant un boxeur thaïlandais sur le tournage du Big Boss, cette fois avec le challenger joué par le vétéran du cinéma des arts martiaux Mark Dacascos. Des photos et une vidéo en coulisses de cette scène sont apparues sur divers sites web, y compris le site officiel de Dacascos. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles. Et surtout faites un grand j'aime, merci d'avoir suivi, et au revoir.